C'est le début du printemps. La nature s'éveille dans un équilibre presque parfait. Nous sommes le 16 mars 1865. Une petite fille vient de naître. Ce n'est pas encore la poétesse Aspasia, mais la jeune Johanna Emilia Lisette Rosenberga. Elle voit le jour dans un monde de couleurs, le vert clair de Zemgale, auquel se mêleront bientôt le bleu clair et le blanc de l'enfance. Johanna préfère souvent à ses poupées, pourtant belles, d'autres camarades de jeu plus vivants, des petits scarabées ou le vieux matou gris. Déjà originale, indépendante et douée très tôt d'une forte personnalité, la petite fille étonne sa famille. Plus tard, ce vif caractère s'enrichira par les impressions inépuisables de l'univers des livres. Mais nous n'en sommes pas là. La vie se déroule encore dans la chaleur et l'insouciance de la maison des maîtres de Daukšas dans la commune de Zalienieki. L'été s'endort. L'automne appelle au repos et à la réflexion. Le temps d'entrevoir un nouveau chemin de vie, comme celui de Jānis Pliekšāns qui, le 11 septembre 1865, commence sa route vers Rainis. Une route marquée par des paysages importants pour le futur poète. La Daugava, la frontière entre Tadernava, Randene, Bertienere et un peu plus tard aussi Jasmuija. Jānis grandit aussi sous l'influence de son père, de nature brusque, inventif et indépendant. Plus tard, le petit Jānis, comme le surnomment gentiment les siens, va devenir un poète d'une grande sensibilité. Plus tard aussi, le 11 septembre, la Lettonie fêtera la poésie et, pendant les journées de la poésie, toutes les générations de poètes se réuniront autour de Rainis, au cœur même de Riga. Jānis Pliekšāns vient de terminer ses études classiques au gymnasium de Riga. Ses matières préférées, les langues anciennes, l'histoire, la géographie et la littérature mondiale. Tout ce qui développe une personnalité créative. Ses centres d'intérêt, l'univers ancien et contemporain letton, les traditions et le folklore. Ses pensées, le journal intime et les lettres aux proches révèlent les préoccupations de l'adolescent. Son défi, Jānis Pliekšāns écrit son premier poème quand il est encore au collège allemand de Greiva. Au temps du gymnasium apparaissent aussi ses premières ébauches de pièces de théâtre et de traduction. Les possibilités, ses choix, le fils des propriétaires terriens part faire ses études à l'université de Saint-Pétersbourg. L'envie de la famille de le voir acquérir un métier sûr et utile est compréhensible. Mais le goût pour la culture n'est-il pas plus fort ? L'étudiant en droit Jānis Pliekšāns, en parallèle de ses sujets d'études, est attiré aussi par l'histoire, la littérature et les sciences naturelles. La fin de son cursus à l'université de Saint-Pétersbourg est marquée par une dissertation en droit romain ainsi que par la publication de son premier livre en 1889. La voie atypique de l'éducation de mademoiselle Rosenberga est choisie par sa mère. Sans doute que maman Margrieta espère réaliser ses rêves d'autrefois. Le vrai but de cet enseignement suivi par la jeune fille est de devenir une bonne maîtresse de maison. Un peu d'élégance en société grâce à des lectures choisies et l'apprentissage du piano, un peu de travaux pratiques, savoir coudre ainsi que toute autre activité féminine, savoir lire et compter pour mener à bien le quotidien. Vient ensuite l'entrée à l'école communale de Zalienieki, puis au lycée de jeunes filles de Jelgava, où la scolarité s'interrompt au profit d'horizons bien différents, la littérature, l'histoire et le théâtre.
Viennent aussi les premiers pas sur une scène, ainsi que les premiers écrits poétiques. Pourtant, la critique de l'éditeur Indriķis Arunāns sur le premier recueil de poèmes est dure, tellement dure que le cahier est remis à la sentence du feu. Le choix du pseudonyme fut sans doute une audace de jeunesse. Cependant, à partir de 1887, le nom d'Aspasia est remarqué. Grâce à ses premières tentatives d'évoquer la condition féminine dans une pièce de théâtre. Dans le seul enregistrement radiophonique où on entend la voix de la poétesse, elle se souvient encore dans sa vieillesse des impressions de la première de Vaida Eluate avec beaucoup d'émotion. C'est un nouveau tournant dans la dramaturgie romantique lettonne. L'audace d'une femme d'exprimer sa force de volonté et son amour est une situation vécue personnellement. En même temps, c'est un nouveau tournant aussi dans sa vie. Aspasia a fait la rencontre du rédacteur du journal Dienas Lappa, Jānis Pliekšāns. Il y aura encore une hésitation sur des études de médecine à Zurich, un recueil de poèmes remarquables, Les Fleurs Rouges, l'envie de soutenir le talent de Rainis. Il y aura un travail en commun à la traduction du Faust de Goethe et le mariage pour pouvoir accompagner Rainis en exil. Le lieu de la rencontre fatidique, c'est la rédaction du journal Dienas Lappa. La participation au mouvement démocratique Jaunā Strāva est à la base des convictions social-démocrates de Rainis. Notaire, avocat, publiciste actif qui connaît les actualités mondiales. Puis, l'arrestation, la traîtrise des anciens camarades, la prison et l'exil. Après 5 ans passés en exil, Rainis, en 1903, est autorisé à revenir à la maison. C'est un poète qui revient de l'exil dans son pays natal. Il a beaucoup appris en traduisant les classiques de la littérature mondiale. Le premier recueil de Rainis est une poésie qui s'adresse à tous, qui réfléchit sur le devenir du XXe siècle. Le nouveau poète encourage les gens. Il les incite à l'action, la réflexion, l'amour et l'esprit critique. Le retour du poète et penseur Rainis a lieu à une époque socialement mouvementée. Elle a besoin d'un nouveau héros. En utilisant d'une manière novatrice l'épopée célèbre d'Andrejs Pumpurs, Las Plēsis, Rainis participe à un concours de livrets d'opéra. Cela deviendra la pièce de théâtre Le Feu et la Nuit. Les symboles contenus dans la pièce de Rainis tracent la voie de l'homme du futur. Le début du XXe siècle est marqué par un dynamisme de la pensée. L'esprit révolutionnaire de 1905 ajoute une couleur supplémentaire à la pièce d'Aspasia, Le Voile d'argent, écrite en 1903 et dont la première a lieu en janvier 1905. Jusqu'au mois de décembre, au Nouveau Théâtre Letton, la pièce comptera 25 représentations, se transformant parfois en meeting. Lorsqu'au milieu de décembre commencent les expéditions punitives, leurs amis conseillent aux deux poètes de quitter le pays. Aspasia et Rainis, secrètement, partent à l'étranger. Il semble au début que cela sera pour une courte durée, mais l'exil s'avère bien plus long que prévu. À Castagnola, près de la frontière italienne, les deux poètes passeront 14 ans de leur vie.
Le quotidien des étrangers. Le seigneur Arturo Naglin et sa compagne Amalia Gerkir mènent une vie modeste, essayant de s'accommoder au rythme de la petite ville de montagne. Ils essaient d'atténuer la douleur de la séparation avec leurs proches. Ils se réjouissent des visites des amis. L'exil est marqué par l'isolement et la solitude. Il n'y a qu'une seule voie forte et consolidante, la création. À l'étranger, Aspasia plonge dans ses souvenirs. À quoi ressemble maintenant la voix de son enfance ? Comment se construit la perception de soi-même et du monde ? Impossible de trouver une réponse directe. Le regard toujours vif de l'enfant se transforme en biographie créative de la poétesse, une trilogie de recueils de poèmes. Des premières impressions du coin ensoleillé jusqu'à la brassée de fleurs, la dernière partie paraîtra plus tard, après le retour en Lettonie. C'est là aussi qu'apparaîtra la tumultueuse Nuit des sorcières. La maturité émotionnelle aide au dépassement de la solitude. Rainis tente de dépasser l'exil d'une toute autre manière. Travailler, travailler, travailler. C'est la seule voie de la création pour saisir sa place dans le monde. L'exil pour Rainis devient un travail actif. Sa poésie est une philosophie du développement dans laquelle s'inscrit emblématiquement l'hymne au soleil dans le poème Ave Sol. Mais dans le recueil de poésie, la fin et le commencement, la connaissance de soi, le rythme de la nature et de la vie n'auront jamais de fin. Quelque temps avant le retour, l'exil et l'isolement incitent Rainis à réévaluer sa vie. L'un des sommets de sa dramaturgie, Joseph et ses frères, lui demande beaucoup de temps. Des premières idées jusqu'à l'achèvement de l'œuvre, 14 années seront nécessaires. Le chemin de l'auto-évaluation de Joseph, comme celui de Rainis, est émotionnellement douloureux. Les héros des pièces de théâtre écrites par Rainis en exil ont chacun un devenir différent, mais la perspective spirituelle est la même pour tous. Aussi bien Anne Tinch dans la pièce Le Cheval d'Or, que Thwaites dans la pièce Je joue, je danse, que Indoulis dans la tragédie Indoulis et Aaria, et Uldis dans la pièce Souffle vent. Dans les combats pour l'indépendance de la Lettonie, surgira le thème de l'unification du pays, qui est essentiel dans le poème dramatique de Rainis, La Daugava. L'accueil triomphal des deux poètes dans leur patrie en avril 1920 confirme de manière marquante le lien entre une personnalité et le peuple. Pour Rainis, le retour s'avère être une rude épreuve. Poète et homme politique, penseur et homme de société, deux vies parallèles en même temps en une seule Lettonie. Le Parlement, le ministère de l'Éducation, le théâtre d'Ailes et le théâtre national. Lequel des espoirs, quelle déception était le plus grand ? Le fait de ne pas devenir le président de la Lettonie, celui de ne pas être nominé pour le prix Nobel de littérature ? Être homme politique ou poète ? Dans la vie créative s'esquissent les sensations du temps de l'exil, dans la poésie et à travers les légendes et les contes lettons, dans les pièces de théâtre. À côté de cela, les étincelles poétiques offertes aux enfants. Alors que la pièce Ilia Muromets pose toujours des questions sur l'avenir, le but est-il toujours clair et compréhensible ? Après son retour en Lettonie, Aspasia s'adonne au mystère de la création. Enfin, elle a la possibilité d'écrire. Les émotions multiples de la poésie apparaissent. La pensée dramaturgique est activement stimulée. Le retour à Aspasia, personnage fort de la Grèce antique, est significatif. L'héroïne de la pièce trouve sa force dans l'amour, ce qui paraît à la fois douloureux et essentiel dans cette période pleine de contradictions personnelles. Il n'est pas facile pour deux personnalités aussi fortes de cohabiter. Et pourtant, la vie n'a plus le pouvoir de les séparer.
Peut-être est-ce la mort qui peut séparer. En 1929, Rhaenys réalise un de ses rêves. Il va en Palestine et en Égypte. Ce sont des lieux de la vie de Joseph qu'il a certainement voulu visiter. Mais au croisement de la vie et de la mort, qui survient le 12 septembre 1929, il reste tant de projets. Même si Rhaenys n'est plus là, il est encore présent. C'est l'automne d'Aspasia, dans la poésie avec les ambiances du voyage de l'âme, ou dans son résumé Sous l'étoile du soir. Aspasia défend ses droits sur l'héritage artistique de Rhaenys. Elle jette un regard sur le passé dans le roman Le Rossignol de l'amour. C'est important pour elle d'avoir assez de temps pour écrire son autobiographie. Le souvenir d'Elzé en or subsistera encore longtemps après le 5 novembre 1943, où s'arrêteront les chemins de sa vie. Énigmatique, créative et féminine, voilà comment elle désire que sa vie soit vue et lue par les générations futures. Un homme reste vivant tant qu'on se souvient de lui. 2499 lettres, la correspondance entre Rhaenys et Aspasia pendant 35 ans, sont une valeur pour la mémoire de la culture mondiale. Un poète vit dans la culture de son peuple tant que ses œuvres apportent à chaque future génération les possibilités de découvertes inattendues et profondément personnelles. Des possibilités, il y en aura toujours.